LVE-toi. Ne me fais pas honte devant tout le monde. C'était la toute première réaction de Julien. Anne venait de tomber lourdement dans la cour de leur maison. Elle s'était effondrée en plein milieu du jardin. Juste entre les grandes tables en bois. Les tables étaient remplies de salades colores et de baguettes fraîches. Le grand barbecue fumait encore sous le doux ciel de Lyon. Julien fêtait ses 38 ans aujourd'hui. Il y avait des guirlandes lumineuses accrochées aux branches du vieux chêne. Des verres en plastique traînaient un peu partout sur l'herbe. Les voisins discutaient bruyamment pendant que leurs enfants couraient autour de la maison. L'école de Julien buvait du vin de la Val-d'Urnay en riant fort. Anne portait un lourd plat en cramique. Le plat était rempli de viande grillée et de saucisses merguez chaudes. Elle a fait 3 petits pas citants. Puis ses jambes ont tout simplement refusé de fonctionner. Elles ont cessé de la soutenir d'un seul coup. Le lourd plat a heurté le sol en premier. Le bruit de la cramique brise a fait sursauter quelques invités proches. Ensuite ce fut le tour d'Anne. Son corps a chuté lourdement sans aucune résistance. Sa joue gauche a touché le béton tide de la grande terrasse. Le soleil d'été avait chauffé le sol toute la journée. L'odeur forte de la graisse fondue a envahi ses narines. L'odeur piquante des braises ardentes lui brûlait presque les yeux. Anne a essayé de bouger ses orteils. Rien ne se passe. Absolument rien. Elle n'a ressenti aucune douleur fulgurante. Elle n'a ressenti aucune faiblesse musculaire habituelle. Elle n'a eu aucune sensation de picotement ou de froid. C'était simplement un vide total et absolu. Un vide effrayant qui montait le long de ses membres. Elle a murmuré d'une voix TRS faible. Elle a dit doucement qu'elle ne sentait plus ses jambes du tout. Julien la regarde de haut en bas. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude dans ses yeux sombres. Il n'y avait aucune panique sur son visage tendu. Il y avait seulement de l'agacement profond. L'agacement pur d'un homme dont on vient de cher la grande FTE d'anniversaire. Hâte de faire ton Saint-Ma. LVE-toi tout de suite. C'est ce qu'il a répondu d'un ton sec et cassant. Sa MREHLN s'est approche presque immédiatement. Elle s'étarte net devant le corps immobile d'Anne. Elle accroît ses bras sur sa poitrine avec un air supérieur. Elle a parlé fort pour que tous les invités puissent bien entendre. Elle a dit qu'Anne avait toujours aimé attirer l'attention sur elle. Elle a ajouté que madame aujourd'hui Anne n'avait pas pu s'en encher. Il y avait exactement 14 personnes dans la cour ce moment précis. Personne n'a fait un seul pas en avant pour aider. Personne n'a tendu la main. C'était parce que pendant les derniers mois on les avait dit par cela. On leur avait répété sans cesse qu'Anne était une femme TRS anxieuse. On leur avait dit qu'elle inventait constamment des maladies imaginaires. On disait qu'elle était fragile psychologiquement. Et quand elle était allongée sur les dalles de la terrasse sans sentir la partie inférieure de son propre corps, la majorité des invités pensaient que c'était simplement une nouvelle scène dramatique. Ils s'étaient rencontrés quand ils avaient un peu plus de 20 ans. Il n'y avait pas eu de grande déclaration passionne. Il n'y avait pas eu de souffrance romantique. Leur chemin s'était simplement croisé au bon moment. Ils avaient le madame rythme de vie. Ils avaient la madame envie de construire une vie d'adulte responsable. Julien semblait si fiable et solide POC. Il avait un travail stable dans la logistique. Il avait un caractère calme et posse. Il avait des plans clairs pour leur avenir commun. Anne était une femme TRS ordonne et toujours rationnelle. Elle travaillait comme comptable dans une moyenne entreprise lyonnaise. Elle faisait partie de ces personnes qui ne pensent jamais plus que ce qu'elles gagnent. Au bout d'un an ensemble, ils parlaient de contracter un crédit immobilier. Ils voulaient acheter un bel appartement dans le quartier de Villeurbanne. Un appartement commun. Des obligations financières communes. Un avenir totalement partage. La banque approuve leur PRT immobilier sur une durée de 20 ans. Ils ont immédiatement décidé de tout faire pour le rembourser beaucoup plus vite. Ils ont renoncé aux vacances en premier lieu. Quand l'école d'Anne prenait l'avion pour passer l'été sur la Côte d'Azur, elle restait au bureau. Elle calculait les intérêts par un remboursement anticipe. Quand les amis de Julien achetaient des voitures neuves et brillantes, il répondait que ce n'était pas encore le bon moment pour eux. Il faisait des heures supplémentaires sans arrêt. Il économisait sur les travaux de rénovation de l'appartement. Il économisait sur les nouveaux vêtements. Il économisait sur les moindres petits divertissements. Anne versait la moitié de son salaire chaque mois pour le crédit. Parfois elle donnait madame beaucoup plus. Elle tenait des tableaux de calcul complexes sur son ordinateur. Elle calculait le reste de leur lourde dette. Elle se réjouissait sincèrement quand ce grand chiffre diminuait.
Il lui semblait que c'était exactement comme cela que l'on construisait une vraie famille. Par des efforts constants et des sacrifices par tag. Les 3 premières années la question d'avoir des enfants aborde TRS calmement. Puis la question est devenue de plus en plus anxieuse. Ensuite elle est devenue vraiment dure et douloureuse. Le diagnostic final des médecins a été prononcé dans une petite piste silencieuse. Anne ne pourrait jamais porter d'enfant. Son corps ne le permettait pas. Julien a alors pris sa main doucement. Il a dit que le plus important est qu'ils s'aient l'un l'autre. Il a dit que leur amour suffisait amplement. Mais sa mère avait entendu les choses de manière TRS différente. Au tout début elle a montré de la compassion. Une compassion beaucoup trop trale pour Hunt. Puis elle a comment changer de ton progressivement. Elle a comment dire qu'il lui fallait absolument un héritier. Elle disait qu'un homme avait toujours besoin de transmettre son nom. Elle demandait ce qu'était cet appartement vide sans le rire d'un enfant. Elle disait que c'était une maison morte et triste. Elle demandait pour qui il faisait tous ces grands efforts si personne ne devait hériter. Ces phrases cruelles sonnaient de plus en plus souvent. D'abord elle te murmure dans la cuisine voix basse. Ensuite elle te prononce lors des grands repas de famille. Puis elle sortait sans la moindre gêne en public. Anne faisait toujours semblant de ne pas entendre ses macansais. Julien la rassurait timidement. Il disait que sa mère s'inquiétait simplement pour leur avenir. Le grand crédit immobilier restait donc le projet principal et absolu de leur mariage. Tant que cette norme dette existait, un but commun existait aussi. Leur union tenait cela. Ils étaient de vrais partenaires unis par une tché immense. Quand le tout dernier virement bancaire a été envoyé, ils ont ouvert une belle bouteille de champagne. Ils l'ont bu directement dans leur petite cuisine lumineuse. Julien a souri largement. Il a dit que maintenant ils allaient enfin pouvoir commencer vivre vraiment. Anne y a cru de tout son cœur. Elle ne savait absolument pas que pour l'un d'eux ce grand crédit était la seule et unique chose qui maintenait ce mariage fragile la surface. Il y a environ 5 mois elle a comment remarqué des choses tranches. Elle ressentait de légers picotements dans ses pieds chaque soir. C'était comme si ses jambes s'engourdissaient après reste assise trop longtemps. Anne a naturellement mis cela sur le compte de sa grande fatigue. Elle passait de longues heures assise devant le l'écran lumineux de son ordinateur. La fin du trimestre comptable elle restait souvent tard son bureau. Il était donc tout fait logique de penser un simple surmenage professionnel. Ensuite une grande lourdeur est apparue dans ses membres. Ce n'était pas vraiment une douleur aiguë. C'était précisément une lourdeur crasante. 8 heures de travail quotidien comme ressemblaient 12 heures de travaux forques. Elle rentrait la maison complètement puise chaque soir. Elle se sentait vide comme un citron presse. Elle avait l'impression d'avoir couru un marathon entier. Pourtant elle ne faisait que consolider et analyser de simples factures comptables. Un mois plus tard un autre symptôme inquiétant s'est ajouté. Sa vision a comment se brouiller de fantaisie étrange. Pendant 40 secondes le monde entier semblait plongé dans un brouillard gris. Puis la vision nette revenait doucement. Elle clignait des yeux plusieurs fois. Elle buvait un grand verre d'eau fraîche. Elle reprenait son travail en silence. Un soir ses jambes se sont soudainement droguées dans la salle de bain. Cela s'est sans le moindre avertissement préalable. Anne a juste eu le temps de s'agripper fermement au bord froid du lavabo. Elle a réussi ne pas tomber sur le carrelage. Elle a raconté cet incident effrayant Julien le soir madame. Il lui a répondu avec beaucoup de calme. Il a dit qu'elle exagérait toujours tout. Il a dit qu'elle se faisait des films toute seule. Il lui a conseillé de moins lire les forums médicaux sur Internet. Il disait toutes ces choses sans montrer la moindre irritation. Il le disait madame avec un légère sourire aux lèvres. C'était le sourire d'un homme qui tente de calmer un enfant agi. Un moment donné il a comment lui parler avec passion de créer sa propre entreprise. Il disait qu'un grand entrepôt de pistes tâches automobiles pouvait être facilement transféré en ligne. Il disait que tout le monde faisait à maintenant en France. Il expliquait que les BeanFi c'était beaucoup plus les Vinci. Il disait que les frais de location d'un local commercial seraient minimes. Il affirmait que le marché du commerce électronique était en pleine croissance. Il montrait sans cesse Anne des calculs complexes sur le l'écran de son téléphone portable. Il lui montrait de beaux graphiques colores et des exemples de réussite d'autres personnes. Il parlait avec une grande assurance. Il la regardait droit dans les yeux avec conviction. Il disait qu'il aurait besoin d'un bon capital de DPART. Il parlait de contracter de petits crédits supplémentaires. Il assurait qu'il avait absolument tout calculé dans les moindres détails.
Anne ne discutait pas ses choix. En 10 longues années de vie commune, elle avait pris l'habitude d'être son soutien le plus solide. Ils avaient toujours pris les grandes décisions ensemble main dans la main. S'il disait qu'il fallait prendre un risque calcul, elle croyait sincèrement que ce risque serait justifié la fin. De nouveaux crédits ont donc été signés les uns après les autres. Les sommes empruntes augmentaient TRS progressivement. Julien faisait cela pour ne pas l'effrayer brutalement. Il justifiait chaque emprunt par l'achat d'un nouveau lot de marchandises. Il parlait de grandes campagnes de publicité sur Internet. Il parlait des coûts de développement de son nouveau site web. Tout cela semblait parfaitement logique et fond. Anne ne semblait pas trop. Elle continuait de tenir ses propres tableaux de dépenses scrupuleusement. Elle avait vérifié le dernier paiement de leur ancien crédit immobilier. Elle pensait naïvement que maintenant ils passaient simplement une nouvelle étape passionnante de leur vie. Dans la cour de la maison, la musique de FTE continuait de jouer fort. Anne était toujours allongée sur les dalles de la terrasse. Elle sentait le béton chauffe par le soleil brûler doucement sa joue droite. Elle essayait désespérément de comprendre pourquoi elle ne pouvait plus du tout bouger ses jambes. Une grande panique grandissait lentement en elle. C'était une panique presque froide et paralysante. Et c'est exactement cet instant précis qu'un son peurant a retenti. Le bruit d'une sirène d'urgence ressonne au-delà du grand portail. Quelqu'un avait finalement pris l'initiative d'appeler les secours médicaux. Plus tard on apprendrait que c'était une voisine du 3e étage. C'était la voisine discrète qui leur parlait TRS rarement d'habitude. Elle ne connaissait pas toutes ces histoires ridicules sur la prétendue hypocondrie d'Anne. Elle avait simplement vu par sa fenêtre une femme tomber lourdement au sol. Elle avait vu une femme qui ne parvenait pas à se relever. La sirène hurlante a brisé le brouhaha joyeux de la grande FTE. La musique entraînante ne s'est pas arrêtée immédiatement. Quelqu'un a finalement eu l'idée d'éteindre la grande enceinte Connect. L'enceinte a été coupée seulement quand le gros véhicule d'urgence entrait lentement dans la cour. Le médecin urgentiste est descendu rapidement. Il a posé sa toute première question d'une voix forte. Il a demandé si la patiente était tombée. Il a demandé s'il y avait eu un choc violent la TTE. Anne a fait un effort immense pour lui répondre. Sa voix sonnait de manière TRS-touffe. Elle a dit qu'elle ne sentait plus ses deux jambes. Elle a appris qu'elle n'avait pas comme sa TTE en tombant. Le médecin a rapidement vérifié la réaction de ses pupilles avec une petite lampe. Il a pris sa tension artérielle. Il a vérifié son locution. Quelqu'un parmi les nombreux invités a murmuré un mot terrible. Le mot accident vasculaire cérébral a été prononcé dans un souffle. Cette hypothèse s'est instantanément propagée dans toute la cour. Tout le monde chuchotait qu'elle faisait une attaque. On disait qu'un caillot de sang s'était formé. On disait qu'elle avait des TR beaucoup trop nerveuses ces derniers temps. Julien a immédiatement soutenu cette théorie populaire. Il a dit d'une voix forte qu'elle subissait un stress immense au travail. Il a ajouté qu'elle s'inquiétait toujours pour des choses sans la moindre importance. Le mot accident vasculaire cérébral est devenu un mot TRS pratique pour lui. C'était un mot logique et presque salvateur dans cette situation. Ce mot médical expliquait parfaitement ce qui se passait sous leurs yeux. Il expliquait tout sans inciter de questions supplémentaires embarrassantes. Anne a été soulevée avec de grandes précautions. Les ambulanciers l'ont allongée sur un brancard rigide. Elle entendait TRS bien les murmures autour d'elle. Elle a entendu un voisin prononcer des paroles compatissantes. Il disait qu'elle était encore bien jeune pour subir une telle preuve. Il ajoutait tristement qu'elle s'était détruite toute seule avec son anxiété. Dans le véhicule des urgences, le médecin a procédé de nouveaux tests. Il a vérifié nouveau la sensibilité nerveuse de son corps. Il a demandé s'il n'y avait absolument aucune sensation en dessous de la taille. Anne a fait un lent mouvement de la TTE pour dire non. Un vrai accident vasculaire cérébral frappe généralement un seul CT du corps humain. Ici le tableau clinique est totalement différé et reste drôtant. Le médecin n'a absolument rien dit voix haute. Mais son regard professionnel est devenu beaucoup plus attentif et soucieux. Il a fixé solidement les sangles de scurie sur le corps d'Anne. Il a posé une question brève et directe. Il a demandé qui allait accompagner la patiente à l'hôpital. Il a demandé si le mari ou un autre membre de la famille venait avec eux. Il regardait Julien droit dans les yeux. Julien se tenait un peu le quart du véhicule. Il avait les bras croisés sur sa poitrine. Il ne semblait ni effrayé ni totalement perdu. Il semblait toujours profondément agacé par la situation. Il a répondu chement qu'il passerait l'hôpital un peu plus tard. Il a dit qu'il devait d'abord terminer de s'occuper de ses nombreux invités. Il a dit qu'il devait ranger toutes les affaires dans le jardin.
Il a parlé des restes de nourriture et des os de viande jetés. Il a ajouté qu'il ne voyait pas ce qu'il pourrait faire d'utile l'hôpital dans l'India. Le médecin urgentiste affronte les sourcils. Il apprécie d'un ton ferme que le TAT de la patiente était sérieux. Il a insisté en disant qu'il serait préférable qu'un proche soit CCTS maintenant. Julien a simplement haussé l'épaule avec indifférence. Il a répondu qu'on venait de dire que c'était une attaque cérébrale ou quelque chose de ce genre. Il a conclu que les médecins de l'hôpital allaient bien s'occuper d'elle. Il n'a pas fait un seul pas vers son épouse. Il n'a eu aucun geste tendre. Il n'a fait aucune tentative pour lui prendre la main avant le grand DPART. Quelques invités ont tourné les yeux en ressentant un profond malaise. HLN expliquait dit la voisine curieuse qu'Anne avait toujours été une femme TRS instable. Elle assurait que tout allait rentrer dans l'ordre TRS bien. Anne restait allongée sur le dos. Elle regardait fixement le plafond blanc du véhicule de secours. Elle écoutait chaque mot prenant l'extérieur. C'est exactement cet instant précis que le DCLIC s'est produit en elle. Ce n'était pas quand ses jambes ont refusé de la porter. Ce n'était pas quand le mot terrifiant d'attaque a été murmuré dans la cour. C'est ce moment précis qu'elle a compris une chose avec une clarté absolue. Sa famille n'existait plus du tout. Quelque chose de fondamental s'était définitivement brisé à l'intérieur de son me. C'était une rupture silencieuse mais totalement irréversible. Les lourdes portes arrière du grand véhicule se sont fermées violemment. L'ambulance a démarré en trombe. Et c'est seulement quand la cour familière a disparu derrière le coin de la rue qu'Anne a ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était plus de la peur animale. C'était une compréhension froide et d'une clarté effrayante. Si elle parvenait à survivre cette preuve terrible, elle n'aurait plus personne vers qui retourner. Aux urgences de l'hôpital Douar et Rio de Lyon, on l'a prise en charge TRS rapidement. Les infirmières l'ont connecté plusieurs moniteurs de contrôle bruyant. Elles lui ont posé une perfusion intraveineuse dans le bras gauche. Anne restait allongée toute seule dans une chambre d'hôpital glacial. Une terreur immense l'envahissait face à tout ce qui lui arrivait en ce moment. Elle mesurait quel point elle était profondément seule au monde. Elle réalisait avec amertume que personne n'avait vraiment besoin d'elle. On l'a emmenée passer une imagerie par résonance magnétique complète. On lui a fait de nombreuses prises de sang. Les infirmières ont rempli beaucoup de petits tubes de différentes couleurs. Les médecins ont vérifié sa tension artérielle plusieurs reprises. Ils ont testé la réaction lumineuse de ses pupilles dilates. Ils ont frappé ses genoux pour chercher des réflexes inexistants. Ses jambes restaient toujours aussi inertes et mortes. Le personnel soignant parlait de manière TRS brevet et professionnelle. Le temps s'est mis à tirer de fend insupportable. 1 heure ou peut-être 2 longues heures se sont coulées dans cette angoisse sourde. La lourde porte de sa chambre blanche s'est enfin ouverte. Un médecin neurologue est entré silencieusement. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, l'air fatigué. Il lui a offert un sourire amical et rassurant. Il s'est assis sur la petite chaise PRS de son lit médical. Il la regarde avec une grande attention et beaucoup d'humanisme. Il a comment parlé d'une voix TRS calme. Il l'a appelée par son prénom. Il a dit clairement qu'elle ne pressentait absolument aucun signe d'un accident vasculaire cérébral. Anne la fixe avec des yeux ronds en essayant d'assimiler cette grande nouvelle. Elle lui a demandé ce que cela pouvait bien être si ce n'était pas cela. Le médecin a gardé le silence pendant une longue seconde. Puis il a expliqué la situation clinique avec des mots simples. Il a dit qu'il y avait des signes évidents de lésion grave du système nerveux périphérique. Il a ajouté qu'il devait absolument comprendre la cause exacte de ces dommages profonds. Il a posé des questions TRS précises. Il a demandé si au cours des derniers mois elle avait consommé quelque chose d'inhabituel de manière régulière. Il a mentionné des compléments alimentaires douteux. Il a parlé de tisanes aux herbes médicinales. Il a demandé si elle prenait de nouveaux médicaments puissants. Il a madame demandé si elle était exposée des substances chimiques dangereuses sur son lieu de travail. Anne a frôlé les sourcils en réfléchissant intensement. Elle a répondu par la négative. Elle a expliqué qu'elle travaillait simplement comme comptable dans un bureau propre. Elle a assuré qu'il n'y avait aucun produit chimique dangereux autour d'elle. Elle a dit qu'elle ne prenait aucun médicament particulier. Elle a précisé qu'elle avalait juste des vitamines TRS ordinaires achetées en pharmacie. Le médecin a creux un peu plus loin. Il a demandé si elle consommait de l'alcool fait maison ou des liqueurs artisanales. Anne a de nouveau répondu que non de manière catégorique. Le médecin a hoché la tête lentement. Il ne montrait aucun doute face à ses réponses simples. Mais il ne semblait pas du tout presse de clore ce sujet épineux. Il a insisté avec douceur.
Il a demandé s'il y avait une seule chose qu'elle ingrait de fan TRS régulière. Quelque chose qu'elle prendrait chaque jour sans faute. Anna ferme ses yeux fatigus pour se concentrer. Elle passe en revue ses journées des derniers mois. Le travail harassant au bureau. Le trajet de retour vers la maison. La grande fatigue accumule. La douche chaude du soir. Le sommeil réparateur. Elle ne trouvait absolument rien d'anormal dans sa routine stricte. Tout lui semblait être exactement comme d'habitude. Le médecin a pris des notes détaillées dans son lourd dossier médical. Il a annoncé qu'ils allaient élargir considérablement les analyses toxicologiques. Il a expliqué que sans cela la vraie raison risquait de rester obscure. Il a dit que parfois l'origine du mal était loin d'être évidente au premier regard. Quand il a quitté la chambre, le grand silence est revenu l'envelopper. Anne restait allongée en regardant les dalles blanches du plafond. Elle faisait d'immenses efforts pour trouver ce qui avait pu changer dans sa petite vie bien range. Rien de marquant ne lui venait l'esprit tourment. Elle se souvenait seulement des lgrs picotements dans ses extrémités. Elle se rappelait sa fatigue chronique. Et puis elle s'est souvenue d'une tranche amertume persistante dans sa bouche chaque soir. Une amertume si lgre et insignifiante qu'elle ne l'avait jamais considérée comme un vrai symptôme médical. Le lendemain matin régnait un calme plat dans la petite chambre d'hôpital. Elle n'avait pratiquement pas fermé l'île de toute la nuit. Ses sombres pensées tournaient en boucle autour de la Madame Grande Nigme. Elle ne sentait toujours pas ses propres jambes. Elle n'avait pas eu d'attaque cérébrale foudroyante. La vraie cause de sa paralysie restait un mystère absolu. Vers 9 heures du matin, la porte s'est ouverte sans faire de bruit. Une femme d'une quarantaine d'années entre d'un pas TRS décédé. Elle portait un tailleur pantalon extrêmement strict. Elle tenait un dossier sous son bras droit. Elle avait le regard TRS calme d'une personne habituée à annoncer des nouvelles tragiques sans montrer la moindre émotion. Elle a prononcé le nom complet d'Anne pour confirmer son identité. Anne a répondu faiblement par l'affirmative. La femme s'est présentée formellement. Elle s'appelait le capitaine Moreau. Elle travaillait pour la police judiciaire de la ville. Elle a expliqué que le médecin en charge du dossier leur avait transmis un rapport TRS alarmant. Un rapport concernant les derniers résultats des analyses sanguines Spialise. Anne a senti tous les muscles de son cou se crisper. Le mot police judiciaire sonnait de manière bien trop brutale dans le silence de cet hôpital. Elle a demandé d'une voix tremblante si cette procédure stricte est vraiment obligatoire. La policière a répondu que oui de manière TRS ferme. Elle a révélé une vraie terrifiante. Elle a dit qu'une substance toxique d'origine industrielle avait été formellement identifiée dans son sang. Elle a précisé que la forte concentration de ce poison indiquait clairement une ingestion TRS régulière et systématique au fil du temps. Elle a ajouté qu'ils avaient le devoir illégal de découvrir comment ce dangereux produit avait pu se retrouver dans son organisme. Anne la regardait avec des yeux carquillis par la stupeur. C'était comme si le véritable sens de ces mots terrifiants mettait beaucoup de temps à atteindre son cerveau endormi. Elle a protesté faiblement en rappelant qu'elle ne travaillait jamais avec des produits chimiques dangereux. La policière a répondu qu'il était déjà parfaitement au courant de ce détail important. Elle a dit que c'était précisément la raison de sa présence ici ce matin. Le capitaine Moreau attire une chaise et s'est assise tout PRS du lit médicali. Elle a ouvert son dossier administratif. Elle a posé une question fondamentale. Elle a demandé si au cours des derniers mois quelqu'un avait préparé de la nourriture spécialement pour elle. Elle a demandé si quelqu'un lui servait des boissons particulières par. Elle a madame demandé si un col lui offrait souvent des choses mangées au bureau. Cette longue série de questions t'épose sur un ton TRS banal. Mais elle contenait une direction de pensée extrêmement précise et cible. Anne s'est replonge dans ses souvenirs récents. Elle a revu ses longues journées de travail puisantes. Elle a revu la salle de bain où ses jambes avaient failli céder la première fois. Elle a revu sa vision trouble devant l'écran de son ordinateur. Elle a d'abord répondu que non. Et soudain un souvenir d'apparence TRS banale amergue de sa moire fatigue. C'était presque par accident. Elle a murmuré que son mari Julien avait comment lui préparer une infusion tous les soirs avant de dormir. La policière a immédiatement levé les yeux de ses notes. Elle a demandé de confirmer s'il avait bien comment ensemble. Anne a répondu que oui. Elle a expliqué qu'avant elle se préparait toujours ses boissons chaudes toute seule. Mais depuis quelques mois il montait lui apporter une grande tasse directement dans leur chambre couchée. Il lui disait toujours avec beaucoup de douceur qu'elle devait apprendre à se détendre après le travail. Le capitaine Moreau ne l'a pas interrompu une seule fois. Elle a laissé Anne parler. Puis elle a demandé d'une voix toujours TRS calme si cette infusion avait un goût normal.
Anna garde le silence pendant une longue seconde révélatrice. Elle a finalement avoué que la boisson était un peu en dernièrement. Mais elle ajoute qu'elle pensait simplement qu'il s'agissait d'une toute nouvelle varie de plantes. Elle a expliqué qu'il lui avait dit avoir acheté une marque beaucoup moins créée pour faire d'économies. Le silence dans la chambre d'hôpital est soudain devenu incroyablement lourd et oppressant. La policière a demandé avec précision depuis combien de temps exactement il faisait cela. Anna laisse échapper un long soupir douloureux. Elle a estimé que cela faisait environ 5 mois. Exactement le moment où ses premiers symptômes étranges étaient apparus. La policière annote cette information capitale avec son stylo. Sa voix y reste parfaitement gale et professionnelle. Elle a révélé la nature exacte du poison. Elle a expliqué que la dangereuse substance trouve dans le sang d'Anne n'avait absolument aucune utilisation domestique normale. Elle a précisé que c'était un puissant solvant industriel. Un produit utilisé exclusivement pour graisser de grosses pistes mécaniques dans les usines. Anne a senti un frisson glacial parcourir toute sa colonne vertébrale. Elle a rallié l'horreur de la situation. Julien travaillait justement comme responsable dans un grand entrepôt de pistes automobiles. La policière a continué ses explications formelles. Elle a dit qu'il devait impérativement enquêter sur toutes les personnes ayant un acte régulier sa nourriture. Elle a ajouté qu'il devait surtout identifier qui avait un acte facile ce fameux solvant industriel. Anna tourne son visage pour regarder fixement le plafond blanc. Hier encore elle avait douloureusement compris que son mariage n'existait plus. Aujourd'hui elle devait affronter une rallye infiniment pire. Elle devait admettre pour la toute première fois la pensée terrifiante que son propre mari l'empoisonnait petit feu. La policière lui a demandé avec une grande douceur si elle se sentait prête à déposer une plainte officielle. Anna ferme ses yeux inondés de larmes. Elle a revu l'image TRS nette de la grande cour en soleil. Elle a revu le BTON chaud de la terrasse sous sa joue. Elle a entendu la voix pleine d'irritation de Julien lui ordonnant de se lever et d'arrêter son sein-mât. Elle a rouvert ses yeux brillants de colère sourde. Elle a prononcé un oui faible mais charque d'une détermination nouvelle. Elle a affirmé qu'elle était totalement PRT. L'après-midi madame un véhicule de fonction banale est entre doucement dans la cour de leur petite résidence. Les voitures de police n'avaient pas à l'homme leurs gyrophares bruyants. Les voisins curieux ont d'abord cru qu'un visiteur s'était mal garé sur les places réserves. Les enquêteurs ont sonné la lourde porte de l'appartement de Julien. Il a ouvert la porte presque immédiatement. Il portait un simple t-shirt décontracté. Son visage semblait parfaitement concentré peut-être juste un peu fatigué par l'événement récent. Sa MREHLN se tenait juste derrière lui dans le petit couloir sombre. Elle portait une jolie robe élégante. Mais elle affichait une expression faussement effrayée sur son visage ride. Le capitaine Moreau a salué poliment. Elle a pris sa carte professionnelle avec fermet. Elle a annoncé qu'il menait une enquête officielle concernant des blessures TRS graves infligées Madame Anne. Pendant une fraction de seconde une lueur tranche à travers le regard sombre de Julien. Ce n'était pas vraiment de la peur pure. C'était plus le regard d'un homme qui calcule rapidement ses chances de s'en sortir. Mais il a TRS vite repris contenance et a hoché la tête sagement. Il a invité les policiers entrer avec de grands gestes accueillants. Il a dit d'un ton faussement des SOL qu'il était mesdames en théâtre de choc total. Il a répété son discours habituel. Il a affirmé qu'il disait depuis TRS longtemps qu'Anne avait de graves problèmes psychologiques et physiques. HLNE est intervenu immédiatement pour soutenir son fils cri. Elle a ajouté qu'il l'avait supplié d'aller consulter un bon psychiatre depuis des mois. Elle a affirmé qu'Anne repoussait toujours cette chance par pure fière malplace. La policière entre dans le salon lumineux. Elle était suivie de TRS-PRS par un technicien en identification criminelle. L'expert portait une grosse mallette métallique remplie de matériel. 2 témoins officiels les accompagnaient pour valider la procédure illégale. La policière a annoncé d'une voix calme qu'ils devaient fouiller la cuisine minutieusement. Elle a précisé qu'ils allaient inspecter toute la vaisselle et les bottes d'infusion. Elle a ajouté qu'ils allaient également perquisitionner le garage ferme de la famille. Julien a répondu par l'affirmative avec un empressement fin. Il a carré les bras en signe de transparence totale. Il a DCL affirmant qu'il n'avait absolument rien caché aux autorités comptantes. Dans la petite cuisine tout semblait absolument impeccable et normal. Le plan de travail en granit était parfaitement propre et rang. Les grandes tasses en céramique étaient soigneusement alignées sur leur tagre. Une botte en carton contenant de l'infusion Bon Marche traînait bien en évidence. L'expert de la police a manipulé les objets avec d'infinies précautions. Il a mis la botte de plante dans un grand sac en plastique transparent. Il a prélevé des échantillons d'eau croupie dans le fond de la bouilloire électrique.
Il gratte la surface intérieure des fameuses tasses pour récupérer des résidus invisibles l'île nue. Chaque lement a été plaqué dans des sachets sel étiquetés rigoureusement. HLN se tenait proximi immédiate avec les bras croisés sur sa poitrine. Elle répéta en boucle que toute cette histoire n'était qu'une monumentale erreur judiciaire. Elle continuait de blâmer les nerfs fragiles de sa belle-fille Test. Quand la policière a exigé de descendre inspecter le garage, Julien a eu un minuscule moment de citation. Ses mouvements se sont ralentis pendant un TRS bref instant. Mais il a fini par sortir son gros trousseau de CLS de sa poche. Il a dit d'un ton faussement détaché qu'il n'y trouverait que de vieux outils rouilles. Le garage souterrain sentait TRS fort l'huile de moteur froide et l'essence prime. Il y avait des tagres métalliques sur charge le long des murs humides. On y voyait de gros bidons en plastique sale. On y voyait de vieux pots de peinture chais. On y voyait des pistes mécaniques usages en pile sans ordre précis. L'expert de la police scientifique a procédé avec une méthode implacable. Il a ouvert chaque récipient suspect un par un. Il a fait des prélèvements rapides avec de longs cotons-tiges spéciaux. Il a photographié chaque ticket industriel trouvé sur place. Tout au fond du garage derrière une autre pile de pneus d'hiver crasseux, une découverte majeure a été faite. L'expert a sorti un gros bidon en plastique rigide contenant un puissant solvant industriel. Le lourd récipient est dit moitié vide. Julien a réagi au quart de tour. Il a parlé TRS vide pour se justifier. Il a affirmé qu'il utilisait ce produit chimique uniquement pour nettoyer de vieilles pistes de moteur en crasse. Il a rappelé que c'était la base madame de son métier dans l'automobile. La policière lui a répondu avec une froideur absolue. Elle a exigé qu'il fournisse TRS rapidement les documents officiels prouvant la sortie illégale de ce produit toxique de son entreprise. Julien a hoché la tête vigoureusement. Il a promis qu'il n'y aurait aucun problème pour fournir ses preuves administratives. HLN à madame pousse l'audace jusqu'à proposer de servir un café chaud aux enquêteurs fatigus. Elle apprécie avec un sourire narquois qu'il venait juste d'acheter une nouvelle marque TRS Airput. Le capitaine Moreau a fixé la vieille femme d'un regard noir et prolong. Elle a décliné cette offre des places d'un ton glacial. Tous les précieux échantillons ont été emballés soigneusement pour le laboratoire. Le procès-verbal de perquisition a été rédigé avec rigueur. Julien assigne le document officiel d'une main aigrement tremblante. Quand les policiers sont finalement sortis dans la cour silencieuse, la lourde porte s'est referme sans un bruit. Un silence de mort a soudainement envahi tout l'appartement bourgeois. Et pour la toute première fois depuis le début de cette tragédie, ni Julien ni sa mère cruelle n'ont osé reparler de la prétendue folie d'Anne. Il savait que la situation venait de basculer définitivement. Il savait que dorénavant ce seraient des chiffres scientifiques froids et des expertises incontestables qui dicteraient la suite d'événements. 48 heures plus tard, le laboratoire d'analyse criminelle a rendu ses conclusions définitives. Les résultats étaient sans appel. Des traces massives du madame dangereux solvant industriel avaient été formellement découvertes plusieurs endroits CLS. Elles étaient présentes sur la paroi interne de la grande tasse perfredane. Elles étaient mélanges aux minuscules restes de feuilles d'infusion. Et bien sûr la composition chimique correspondait exactement au liquide toxique trouvé dans le bidon cache du garage souterrain. Le taux se resserrait implacablement autour du maritrâtre. Une brigade d'intervention rapide de la police s'est rendue l'appartement TRSTT le lendemain matin. Ils ont sonné la porte avec insistance. Un long silence lourd a suivi. Ils ont sonné une deuxième fois plus longuement. Personne n'est venu ouvrir la porte blinde. La madame voisine discrète du palier est sortie prudemment de chez elle en entendant le bruit inhabituel. C'était celle qui avait eu la présence d'esprit d'appeler l'ambulance le jour du drame. Elle a demandé timidement aux officiers en uniforme s'ils cherchaient la famille de Julien. Les policiers ont confirmé leur recherche immédiate. La voisine a révélé une information cruciale d'une voix basse. Elle a dit que la petite famille venait tout juste de quitter l'immeuble précipitamment. Les policiers ont demandé quelle était leur direction précise. La voisine a expliqué qu'ils portaient de grosses valises pleines. Elle a ajouté qu'ils avaient dit haut et fort qu'ils prenaient un vol international le jour madame. Ils avaient prétendu que c'était un beau cadeau d'anniversaire PRVU de longue date. Ils disaient qu'il ne fallait surtout pas rater une telle occasion de voyager. Le capitaine Moreau a tchang un regard lourd de sens avec son jeune collègue en uniforme. Elle composait d'Igi le numéro direct du centre de commandement sur son téléphone professionnel. Elle a exigé qu'une alerte générale soit diffuse immédiatement toutes les patrouilles. Elle a ordonné de préparer en urgence les documents légaux pour interdire leur sortie du territoire national. Elle a demandé de prévenir la sécurité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry sans perdre une seconde. Si ces fuyards parvenaient à monter dans cet avion, il serait infiniment plus complexe de les faire extrader ensuite.
Mais cette fuite cesse en elle Madame T un aveu de culpabilité retentissant. Elle parlait beaucoup plus fort que toutes les justifications foireuses du monde. Parce que les gens totalement innocents ne font pas leur bagage l'a acheté le lendemain d'une perquisition policière. Surtout quand leur propre épouse lutte pour sa survie dans un lit d'hôpital glacial en reprenant douloureusement marcher. L'aéroport international de Lyon, les fugitifs ont été interceptés net. Ils ont été bloqués juste devant le comptoir d'enregistrement des bagages. Julien tenait fermement 3 passeports neufs et 3 billets d'avion dans sa main moite. HLN ajustait nerveusement la lanière de son grand sac main coteux. Il tentait de ressembler des touristes ordinaires un peu stressés par le grand DPART mine. Mais la tension trahissait leur véritable TAT de panique intérieure. C'était d'eux se tenait une autre femme. C'était une jeune femme d'environ 25 ans. Elle portait une robe ample qui laissait deviner un ventre TRS arrondi par la grossesse. Elle avait de longs cheveux blonds et un regard naïf. Elle tenait seulement un petit sac d'eau de cabine entre ses mains fragiles. Elle regardait le grand tableau d'affichage des vols avec insouciance. Quand 3 policiers en tenue stricte et un inspecteur en civil se sont approchés d'eux avec détermination, Julien est devenu d'une pleure cadavrique. Il a tout de Madame tant de sauver les apparences pitoyables. Il a pris un ton indigné outre. Il a demandé haut et fort ce qui se passait et sur quelle base il on les harcelait ainsi. Un officier de police lui a répondu avec une autorité glaante. Il a ordonné Julien de les suivre au poste de Scurie sans faire d'histoire. Il a appris qu'il devait y répondre de graves questions dans le cadre d'une enquête criminelle en cours. HLN a immédiatement comment faire un scandale public au milieu du terminal. Elle a levé les bras au ciel en criant l'injustice flagrante. Elle a hurlé que tout cela n'était qu'un terrible malentendu administratif. Elle a crié qu'ils allaient rater leur vol hors de prix pour les de vacances. L'officier lui a répondu TRS-chement que ses billets d'avion n'iraient de toute façon nulle part aujourd'hui. La jeune femme blonde enceinte n'a pas tout de suite saisi la gravité absolue de la situation dramatique. Elle a tourné un regard rempli d'incompréhension vers le visage ferme de Julien. Elle lui a demandé d'une voix tremblante ce qui arrivait soudainement. Un des enquêteurs en civil s'est tourné vers elle avec professionnalisme. Il lui a demandé de décliner sa véritable identité et de présenter ses papiers officiels. Elle a sorti son passeport de son petit sac avec des mains tremblantes de peur. Elle s'appelait Clémentine. L'enquêteur lui a demandé de préciser la nature exacte de ses liens avec le principal suspect. Elle a bafouillé pitoyablement avant de répondre. Elle a avoué que Julien était son futur mari bien-aime. L'enquêteur a haussé un sourcil surpris. Il lui a demandé si elle connaissait la véritable situation familiale de cet homme menteur. Clémentine a demandé avec une grande navette ce qu'elle était sans savoir de si important. L'enquêteur a LCH la bombe sans aucun ménagement. Il a RVL que ce fameux fiant et Digi également marie une autre femme TRS malade. Clémentine apporte ses 2 mains tremblantes, sa bouche grande ouverte pour touffer un long cri de désespoir. La police lui a finalement dit qu'elle était libre de rentrer chez elle pour le moment. Mais on l'a prévenu fermement qu'elle recevrait TRS vite une convocation officielle pour venir témoigner au commissariat central. Elle a hoché la tête de manière totalement mécanique comme un robot brille. Son regard terrifié passait de l'officier de police l'homme qu'elle croyait aimer. Julien ne la regardait madame pas. Il fixait le sol avec le chais. Quand les lourdes menottes métalliques se sont finalement refermées sur ses poignets tremblants, il a laissé exploser une immense rage rentre. Il a hurlé que tout ceci était une énorme erreur judiciaire monumentale. Il a crié que les policiers étaient des incapables qui ne comprenaient rien à la vraie vie. L'officier de police la pousse sans douceur vers la grande sortie. Il a répondu chement qu'ils allaient justement prendre tout le temps nécessaire pour bien comprendre chaque détail et elle sordide. HLN a été escorte par 2 autres agents impassibles. Elle continuait de vociférer comme une furie dans le hall bon. Elle jurait que tout cela n'était que pure calomnie destructrice. Elle hurlait que sa belle-fille maudite avait tout monde de toute piste pour les ruiner. Elle insinuait perfidement qu'Anne avait avalé ce poison elle madame pour attirer l'attention des MDA. Clémentine et reste plante elle toute seule devant le comptoir d'enregistrement de serre. L'embarquement pour leur vol de RVE vers le soleil a été annoncé par haut-parleur. Elle n'a pas boucle d'un seul millimètre. Travers les immenses baies vitres de l'aéroport moderne, elle regardait un spectacle pactique. Elle voyait l'homme de sa vie et la MRE de celui-ci repousse brutalement l'arrière d'un fourgon de police grillage. Et c'est seulement cet instant extrêmement précis que la terrible vrille a finalement perdu son cerveau en brouille. Elle a compris que ce merveilleux voyage d'anniversaire inattendu n'était absolument pas une belle preuve d'amour sincère. Ce n'était qu'une helche tentative de fuir la justice de son propre pays. Dans la salle d'interrogatoire sans fenêtre, l'air conditionné rendait l'atmosphère glaciale étouffante la fois.
Julien était assis sur une chaise en MTAL inconfortable face au redoutable capitaine Moreau. Ses mains n'étaient plus entraves par les lourdes menottes d'acier froid. Mais il les gardait pose bien plats sur la table use comme s'il sentait encore le MTAL mordant sur sa peau. La policière exprimante à referme le lourd dossier rempli de preuves irréfutables. Elle appelant son regard peurant dans les yeux fuyants de l'homme bris. Elle a pris la parole d'une voix tonale calme et tranchante. Elle lui a rappelé que les résultats scientifiques du grand laboratoire étaient formels et définitifs. Elle a souligné que la dangereuse substance chimique correspondait parfaitement à celle confisque dans son propre garage sombre. Elle a ajouté que les bordereaux de sortie du produit de son entraide industrielle avaient été retrouvés valides. Elle a précisé que les nombreux messages téléphoniques haineux envois par sa MRE avaient été extraits et versés au lourd dossier d'accusation. Elle a conclu en mentionnant sa pitoyable tentative de fuite à l'aéroport international. Elle a posé une question simple. Elle lui a demandé s'il comptait vraiment continuer ni l'évidence crasante de sa grande culpabilité. Il a garé un TRS long silence lourd et pesant. Il a fini par murmurer miserablement que la réalité est bien différente de leur théorie policière simpliste. La policière l'a invité avec un sourire glacial raconter sa version des faits sordides. Julien a dégluti difficilement avec une gorge soudainement TRSchée. Il a LCH d'une petite voix qu'il n'avait jamais eu la moindre intention de tuer son épouse. La policière a immédiatement répliqué. Elle a demandé ce qu'il cherchait exactement à accomplir avec ce poison industriel. Julien abaisse pitoyablement les yeux vers la table raie. Il a bafouillé qu'il espérait secrètement que la situation complique allait se ressoudre d'elle madame avec le temps. La policière a exigé des prisions claires. Elle a demandé ce qu'il entendait par soudre. Il a répondu faiblement en invoquant leur bel appartement et un invitable divorce futur. Il a dit qu'il désirait simplement repartir zéro avec une nouvelle femme. Il a LCH l'information d'une voix sourde en avouant que Clémentine attendait un bébé de lui. Il a affirmé qu'il avait la ferme intention de l'épouser TRS bientôt. Il a justifié ses actes odieux en disant qu'il allait devenir prêt et fonder une famille qu'il considérait normale. La policière a demandé ce qu'il adviendrait d'Anne dans ce beau plan macabre. Julien a répondu avec une froideur terrifiante. Il a rappelé qu'Anne était malheureusement incapable de lui donner un enfant biologique. Il a rappelé qu'ils avaient rembourse pendant 10 longues années un crédit immobilier écrasant. Il a dit que cet appartement spacieux leur appartenait totalement % Mais il a ajouté qu'une séparation illégale impliquait de diviser la valeur de ce bien en deux parts égales. Il a expliqué que cela signifierait pour lui de devoir tout recommencer zéro sur le plan financier. Et il a répété avec insistance qu'il allait avoir un enfant charge de sormais. Il a comment parlé de plus en plus vite sous l'effet du stress intense. C'était comme s'il tentait désespérément de s'auto-persuader de la logique implacable de son raisonnement monstrueux. Il a avoué avoir lu beaucoup d'articles spécialistes sur les forums médicaux obscurs d'Internet. Il a expliqué avoir découvert l'existence de certaines substances chimiques TRS spécifiques. Des produits capables de provoquer de graves troubles neurologiques progressifs et invalidants. Il a dit que ces toxines ne laissaient pas de traces vidantes dans les examens sanguins classiques si elles étaient administrées TRS petite dose régulière. Il a avoué avoir pouvoir imiter parfaitement les symptômes effrayants d'une grave maladie auto-immune naturelle. Il a madame mentionne la sclérose en plaques comme mode de couverture médicale. Il a DCLAR que le grand saut Internet regorgeait d'informations toxiques de ce genre. Le capitaine Moreau l'a coup avec un mépris total. Elle lui a demandé s'il réalisait quel point ses propos étaient totalement délirants et criminels. Julien a haussé l'épaule avec une irritation nerveuse. Il a continué de justifier son ignoble méthode. Il a expliqué que les textes disaient que le corps humain ne montrait pas de signes visibles d'empoisonnement si on dosait minutieusement le produit nocif. Il a ajouté qu'il n'était certes pas un grand chimiste professionnel. Mais il a affirmé avoir étudié avec soin les subtilités d'élimination du produit par le foie. C'est pourquoi il versait des gouttes empoisonnées dans la tasse de son pouce chaque soir de manière méthodique. Il a soudainement art de parler. La policière a posé une question fondamentale pour l'enquête en cours. Elle a demandé si sa MREHLN était parfaitement au courant de ce complot meurtrier. Julien a immédiatement tourné le regard avec le chais. Il a fini par avouer la terrible vrille sur sa MRE complice. Il a dit que c'était elle qui l'avait persuadé qu'Anne était de toute façon une femme inutile et trop souvent malade. Il a rapport les paroles cruelles d'HLNE affirmant que la mort sociale d'Anne n'était plus qu'une question de temps. Il a expliqué leur plan diabolique concernant la vente de l'appartement commun. Si Anne perdait totalement ses facultés mentales et physiques, le juge permettrait de vendre le bien immobilier sans son consentement clair. Il apprécie que sa MRE pensait qu'Anne finirait madame par signer les papiers de renonciation d'elle madame dans un TAT de grande faiblesse. Le capitaine Moreau a reformulé l'aveu pour TRE certaine.
Elle a demandé si l'idée originale de cet empoisonnement diabolique venait bien de sa propre MRE. Julien a acquiescé faiblement. Il a dit qu'elle l'avait poussé à agir ainsi pour sauver son avenir. Elle lui avait dit qu'il ne devait pas payer toute son existence pour une erreur de jeunesse monumentale. La policière a demandé de quelle erreur monumentale il osait parler exactement. Il a répondu sans honte qu'il parlait du fait d'avoir pour une femme stérile. Le lourd silence qui a suivi dans la petite salle glaciale pesait une tonne. La policière a posé une dernière question glaante. Elle a demandé s'il réalisait la gravité absolue des tortures physiques qu'il avait consciemment infligées la femme qui partageait sa vie. Il a esquissé un sourire nerveux et totalement déplacé. Il a osé dire qu'il pensait sincèrement que la pauvre femme ne ressentirait qu'une vague fatigue chronique passagre. Il a dit qu'il voulait juste la rendre totalement incapable de se défendre lors du futur jugement de divorce. Il a répété qu'il espérait simplement qu'elle signerait tous les précieux documents notaris sans opposer la moindre résistance. La policière a résommé la situation avec un DGOT non dissimule. Elle a conclu qu'il avait cyniquement mis sur la chance et l'impuissance totale de sa victime innocente. Julien n'a trouvé aucune réponse fournir cette accusation implacable. Le surlendemain de cette confession accablante, c'était au tour de Clémentine de s'asseoir dans cette madame chaise inconfortable du commissariat. Elle tenait un petit gobelet en plastique rempli d'eau froide entre ses mains tremblantes de peur. Elle fixait la policière exprimant avec des yeux ronds et rougis par les larmes incessantes. Elle répétait en boucle comme une litanie triste qu'il lui avait juré en plein divorce. Elle disait qu'il lui avait raconté que sa future ex-femme vivait digitrs loin de chez lui. Il avait prétendu que cette femme imaginaire souffrait de graves troubles psychiatriques incurables. Il avait assuré que les papiers officiels du divorce final étaient presque PRTSTR valides par le juge. Il avait promis de lui offrir une bague de fiançailles magnifique d'ici quelques petits mois d'attente. Quand la policière compatissante lui a révélé l'atroce vrille sur le théâtre d'Anne, elle a failli s'évanouir. Elle a appris que la véritable épouse légitime luttait pour survivre une intoxication chimique SVR dans un lit d'hôpital lyonnais. Son visage innocent est devenu d'une pleure mortelle sous le choc brutal. Elle a murmuré avec désespoir qu'elle avait taché une belle robe blanche pour leur futur mariage. Elle n'avait absolument jamais fait partie de ce complot monstrueux visant à détruire une vie humaine. Elle croyait naïvement cette belle promesse de nouvelle vie heureuse. Pendant ce temps, dans sa petite cellule sombre, Julien prenait enfin conscience de son immense chèque. Son grand plan criminel parfait ne s'était pas effondré cause d'une réaction chimique imprévue. Il s'était effondré cause de sa propre arrogance de mesure. Il avait cru bêtement que quelques pages lues sur Internet valaient l'expérience d'un grand laboratoire scientifique. Il avait considéré la vie d'une femme aimante comme un simple obstacle matériel le séparant d'un bel appartement de centre-ville et d'un ritier biologique. Le proc retentissant a duré PRS de 5 TRS long mois prouvant. Dans la grande salle d'audience du tribunal de grande instance de Lyon, Julien était assis à gauche de son avocat commis d'office. Il ne cherchait plus du tout à afficher sa supériorité d'autrefois. Il y répondait aux questions du président du tribunal de manière TRS brevée et morne. Il attend de RPTER plusieurs reprises sa ligne de défense minable concernant son manque de volonté de tuer. Mais la cour a examiné attentivement les centaines de messages incriminants champs. Elle a pris en compte la grande précision scientifique des rapports toxicologiques. Elle a souligné la froideur méthodique et quotidienne de l'administration du poison mortel. Le verdict final a été lu d'une voix neutre et solennelle par le vieux juge principal. Tentative de meurtre avec préméditation par empoisonnement systématique. Utilisation consciente de substances hautement toxiques. Complicie active. La sentence a frappé le prévenu de plein fouet. Julien accobe d'une peine TRS lourde et justifie. 9 longues années de réclusion criminelle ferme derrière les hauts murs d'une prison scurise. Sa complice de MREHLNEAT condamne 5 ans d'emprisonnement ferme. Le juge a tenu souligner publiquement la manquance absolue de ses actes et l'absence totale de remords de la vieille femme cruelle. Son GE avancé n'a pas été retenu comme une excuse valable pour alléger sa lourde punition mérite. La jeune Clémentine n'est pas venue assister cette lecture douloureuse. Elle avait témoigné au tout début du proc en tant que victime collatérale. Sa grossesse avance se déroulait sans problème médicaux. Elle avait définitivement coulé pont avec le pré-monstrueux de son futur bébé. Anne Cantel était bien présente dans la grande salle bonde lors du jugement final. Elle avait fait d'énormes progrès médicaux. Elle arrivait désormais marcher doucement dans les longs couloirs du tribunal. Elle avait encore une LGR instabilité dans ses jambes fatigue. Mais elle marchait sans aucune aide extérieure pour se soutenir. Son gentil médecin neurologue lui avait longuement expliqué le miracle de la nature humaine. Les fragiles fibres nerveuses réussissaient à se reconstruire d'environ un infime millimètre chaque jour passe.
Une petite partie des profonds dommages physiques resterait pour toujours grave en elle. Mais le scénario cauchemardesque d'une invalidité totale et permanente avait été miraculeusement vie in extremis. Le jour solennel du verdict final, Anne s'est tenue bien droite sur ses deux jambes fragiles. Elle a refusé de poser les yeux sur l'homme Elche qui avait tant de ladruire petit feu. Quand le vieux juge apprenant le nombre exact d'années de privation de liberté, elle n'a pas explosé de joie comme dans les films. Elle a simplement ressenti une paix immense et définitive en elle. Une semaine plus tard, elle déposait officiellement sa grande demande de divorce. La lourde procédure administrative a été extrêmement rapide et expéditive. La condamnation pénale crasante de son mari constituait une raison légale absolue pour annuler ce mariage maudit sans délai supplémentaire. La complexe question de la séparation des nombreux biens matériels a été réglée lors d'une autre audience rapide. Le juge charge de ce dossier spécifique a pris en compte la gravité du crime impardonnable. Il a décidé avec justice que le bel appartement lyonnais reviendrait dans sa totalité la victime innocente. Une longue année entière s'écoule depuis ces événements terribles. Anne ne comptait plus anxieusement ses pas dans les couloirs clairs du grand centre de rééducation médicale. Elle marchait de nouveau avec une belle assurance. Son allure était juste un peu plus lente qu'auparavant. Mais elle n'avait plus cette peur constante de s'effondrer brutalement sur le sol dur. Son médecin spécialiste affirmait avec un grand sourire sincre qu'elle avait récupéré de manière bien plus spectaculaire que leurs meilleures prévisions médicales. Le prisonnier Julien tentait pitoyablement de garder le contact depuis sa sombre cellule humide. Des lettres pleurnichardes arrivaient chaque semaine dans la boîte aux lettres d'Anne. Il remplissait des pages entières d'excuses pathétiques et vides de sens. Il prétendait avoir eu une révélation mystique en prison. Il jurait ses grands dieux qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer profondément. Il accusait honteusement sa vieille mère manipulatrice d'avoir GCH leur beau bonheur conjugal. Il la suppliait genoux de venir le visiter au parloir de la prison centrale. Il implorait une seconde chance impossible. Anne prenait ces longues lettres ridicules et les jetait directement à la poubelle sans jamais répondre un seul mot. C'est lors de ses nombreuses séances dans le centre médical spécialiste qu'elle a fait une belle rencontre inattendue. Elle a croisé le chemin d'un homme doux prénommé Olivier. Il venait régulièrement tenir compagnie son vieux pré qui se remettait difficilement d'une lourde opération chirurgicale. Dans les couloirs lumineux de l'établissement de santé, ils ont commencé par changer de simples sourires polis. Puis ils ont partagé quelques mots banals sur la grande contence des médecins de l'hôpital. Ensuite ils ont parlé des horaires contraignants des différents soins médicaux. Et très vite ils en sont venus parler de leur vie respective. Olivier était un homme veuf depuis quelques années tristes. Il levait totalement seul son adorable petite fille de 3 ans prénommée Chloé. C'était une enfance rieuse avec de jolies couettes brunes. Elle avait la drôle d'habitude de toujours s'accrocher fermement la main des grandes personnes. C'était comme si elle vérifiait constamment qu'il n'allait pas s'envoler loin d'elle. Un jour de pluie fine, le pré avait emmené la petite Chloé avec lui lors de sa visite médicale. Et quand Anne, qui s'aidait encore d'un lourd ambulateur métallique, lui a offert un grand sourire tendre, la petite fille a marché vers elle. Elle a tendu sa petite main potelle vers Anne sans la moindre citation effraie. C'est de ce geste si simple et si pur que leur belle histoire est née doucement. Personne n'a jamais cherché à brusquer les choses merveilleuses qui arrivaient. Il n'y a pas eu de folle passion destructrice ni de grandes promesses romantiques irréalistes. Il y a eu des paroles simples et profondément rassurantes. Il proposait de l'accompagner se promener sous les grands arbres du beau parc de la TTE d'Or. Il offrait de cuisiner de bons petits plats chauds pour elle le soir. Il disait souvent avec émotion que sa petite Chloé s'attachait énorme sa présence douce. Quand Olivier s'est finalement senti PRT lui demander de l'épouser officiellement, il a utilisé des mots TRS justes. Il a simplement dit qu'il voulait qu'elle soit certaine de la pureté de ses intentions. Il a dit qu'il voyait un avenir magnifique avec elle. Anne a gentiment reçu la belle bague brillante. Elle a expliqué calmement qu'elle n'avait plus aucun besoin d'un document officiel valide par la mairie. Elle a dit que tout ce qu'elle désirait ardemment, c'était une paix absolue de l'esprit et du cœur. Il a parfaitement compris cette réaction de défense légitime. Quelques mois plus tard, remplis de douceur, ils ont pris la décision de vivre sous le Madame Toit. Ils ont emménagé ensemble dans le bel appartement d'Anne. Ce logement est beaucoup plus vaste et bien plus familier pour sa reconstruction personnelle. L'ancien appartement d'Olivier a été mis en location pour d'étudiants de la ville. Les revenus financiers supplémentaires étaient toujours les bienvenus pour leur nouvelle grande famille en devenir. Désormais, les soirs dans la petite cuisine lumineuse sonnaient de rires d'enfants joyeux. De nombreuses bottes de crayons de couleurs vives encombraient le grand rebord de la fenêtre de la salle manger. Des dizaines de dessins enfantins et firmants accrochent sur la porte du réfrigérateur familial. Un soir banal, la petite Chloé a fait une erreur magnifique en s'enlant joyeusement dans ses mots compliques.
Elle a appelé Anne par le plus beau nom du monde. Elle l'a appelée maman. La petite fille s'effige en rougissant de confusion adorable. Mais Anne ne l'a absolument pas corrige. Elle n'aurait jamais la capacité biologique de donner la vie par son propre corps. Mais elle est bel et bien devenue la vraie mère protectrice de cette petite fille merveilleuse. Parfois le sombre passe tentait de refaire surface sous la forme d'une affreuse enveloppe marron portant le grand tampon de la prison de TAT. Ou parfois sous la forme d'un TRS bref appel téléphonique du notaire Shark de régler les derniers détails du divorce complique. Mais ces petits venements n'étaient plus que de TRS lointains, choses inoffensives qui ne la touchaient plus du tout. Parfois on vit un moment terrible qui ressemble à la fin absolue de notre propre existence sur Terre. Ce moment atroce se révélait le finalement TR le formidable point de départ d'une toute nouvelle aventure extraordinaire. En ces heures sombres où elle gisait paralyse sur les froides dalles de la cour de sa maison, Anne pensait que sa vie entière venait de s'effondrer pitoyablement. Elle croyait vivre la trahison la plus abjecte et la perte totale de tout ce qu'elle avait construit, la sueur de son front pendant des années. Mais c'est précisément cet effondrement dramatique qui a permis de faire jaillir la lumière éclatante de la vraie cache. C'est cet instant terrible qui a révélé la noirceur enfouie derrière les faux sourires de son entourage toxique. Et le pire jour de toute son existence s'est finalement transformé en douceur. Il est devenu le tout premier jour éclatant du reste de sa véritable et belle vie heureuse.